Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Profitez de l'occasion de son passage dans l'émission pour jeter un œil dans le rétro de 2024. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Jismir Amoudou. J'allais me dire que la 2024 se termine dans quelques jours. Si on regarde, on va pas faire un bilan politique parce que de toute façon, il n'y a pas de bilan. Il n'y a plus de bilan politique à faire. On a l'impression que la politique est sous oxygène et qu'il faudra un miracle pour réveiller... Je ne sais pas si la politique est sous oxygène. En tout cas, ce que moi je peux constater en tant qu'observateur, c'est que c'est un monde qui vit à part du reste de la population, en fait, voilà, qui est déconnecté complètement du reste de la population et qui font leur petit cinéma entre eux, qui de temps en temps se retournent vers la population parce qu'ils ont besoin d'une légitimité, mais j'ai une population qui de plus en plus ne s'intéresse plus en fait du tout à la politique. Déjà, d'une part, lorsqu'il a dissous au mois d'août, pardon. Juin. Oui. Il a dissous en juin, on a voté en août. Lorsqu'il a dissous en juin, on pensait vraiment qu'il y aurait pu y avoir une connexion entre la population et les élus. Les gens sont partis voter. Surtout au second tour, il y a eu un vrai vote. Mais à l'arrivée, les gens doivent être encore plus déçus. Je dirais que ça va éloigner encore plus les électeurs du système électoral et politique, où on voit bien finalement que cette phrase moi j'entends régulièrement, que la politique et voter ça sert à rien, on le voit bien là dans ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que finalement on a eu un vote avec des gens effectivement qui sont partis voter de manière plus importante et qui ont eu une forme d'espoir. Hein. Ouais. Et puis, au final, on se retrouve aujourd'hui, au mois de décembre, dans une situation où on a une classe politique, en fait, qui se prétend, chacun, les uns et les autres, les unes et les autres, travailler au service de la population, mais on voit bien qu'ils sont dans des enjeux de pouvoir pour savoir qui va avoir le contrôle de l'administration de l'État, qui elle-même est complètement déconnectée de la population. C'est vraiment, je vais dire, de manière grossière que je fais ce bilan. D'abord, on a un président qui est plus proche de Casper, le fantôme, que de Gaulle. Hein. On va pas se mentir. Jamais un président n'a été aussi fragilisé, aussi faible en espérant que l'inauguration de Notre-Dame avec la venue de 40 chefs d'État a pu lui donner un peu de... Je pense pas. Hein. Je veux dire, s'il y a aujourd'hui le symbole du discrédit que l'on porte en général les citoyens sur la classe politique, Macron est un personnage qui le personnifie de manière remarquable, avec une parole qui est complètement vide, creuse, une action politique qui a abouti dans une forme de continuité, hein, de toute façon depuis 40 ans, à augmenter les inégalités, à appauvrir la population, à la suppression des services publics, à tout ce qui cimente quelque part une société, ce lien social. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même un repli sur soi qui est considérable, une tension permanente dans la société qui est très anxiogène, et on se pose un peu la question, des fois on se dit ça peut péter à n'importe quel moment en fait. D'une part, mais après la question elle peut être aussi, j'allais dire, à double détente. La fin de la politique comme on l'a connue dans les années 80 à 2010, où les partis politiques ont explosé, ont été rétamés, le fait qu'aujourd'hui, la politique n'a plus la main sur la société comme elle l'a eu, et que ce sont les milliardaires aujourd'hui qui tirent les ficelles, est-ce que c'est l'occasion pour le peuple
réfléchir, de prendre conscience, de se révolter? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en tout cas, au niveau du peuple? En tout cas, je dirais que la conscience du fonctionnement de ce système, je dirais, nous permettrait déjà dans un premier temps de réfléchir à d'autres solutions, hein. Et c'est vrai que je dirais sur des territoires insulaires, des petits territoires comme la Réunion, si on avait une classe politique aussi qui avait une volonté réelle, je dirais, de tendre vers une sorte d'émancipation, hein, vers une forme aussi, je dirais, d'autosuffisance dans le développement du territoire, hein, on pourrait mettre en place des choses. Il y a un cadre légal, il y a un cadre institutionnel qui offre des opportunités pour créer quelque part une société qui retrouve cette solidarité, parce que je dirais la Réunion dans son système ancien, dans son évolution historique, le système de plantation autour de la canne à sucre, etc., malgré tout, même si ça relève d'une certaine histoire violente, mais ça a créé des liens, oui. Ça a créé des solidarités entre différentes populations qui étaient exploitées. Et c'est tout ça, en fait, qu'on pourrait peut-être retrouver, qu'on est en train de perdre, parce qu'on n'a plus de repères, on est dans une forme de consommation à outrance, dans un territoire, sur un territoire qui finalement ne produit plus grand-chose, où tout est amené de l'extérieur, et même, je dirais, pas que les produits de consommation, mais l'information, la culture, où quelque part, les Réunionnaises et les Réunionnais, ils n'ont plus de référence traditionnelle ou historique, et avec une population qui est un peu perdue, qui est un peu résignée. Mais quand on dit tout ça, c'est pas pour conclure à la fin de tout, justement, c'est de se dire que c'est peut-être le moment. Voilà, c'est ce que je voulais absolument qu'on dise, c'est que on fait le constat. Le cycle qui se termine est un échec à bien des niveaux, surtout de la politique. Alors, puisque c'est la politique de la terre brûlée, peut-on faire quelque chose de, j'allais dire, de constructif? Jamais la politique n'a été aussi, depuis l'après-guerre, la politique n'a été aussi mal. Bon, on va pas parler de 46, de la 4e République. Le contexte était tel que c'est pas la peine. Mais si on parle aujourd'hui, on regarde le contexte, il n'y a plus de leader naturel. Aujourd'hui, trouver un général de Gaulle, un Pompidou, un Giscard d'Estaing ou un Chirac ou un Mitterrand, ça va être difficile. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un leader, est-ce qu'il peut y avoir un consensus? Au moins une discussion. Je dirais qu'à défaut de trouver un leader ou une leaduse, hein, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, leaduse, mais enfin un homme ou une femme, providentielle, hein, on attend tout ça, mais bon, est-ce que vraiment, effectivement, ça existe, en tout cas ça a existé dans l'histoire? Est-ce qu'aujourd'hui il y en a encore? Ça, je ne sais pas. Mais je dirais qu'à minima, ce que l'on pourrait faire, c'est que tous ces partis politiques, je parle toujours localement, hein, c'est pas que le national ne m'intéresse pas, mais je m'intéresse à la Réunion. Quand on entend le discours qui consiste à dire que on veut travailler au service de l'intérêt du développement de la Réunion, hein, je pense qu'on pourrait trouver un consensus sur la base des besoins de ce territoire. Je parlais tout à l'heure d'une autosuffisance. Puisqu'on est sur le territoire de la Réunion, je vais revenir à ça. Combien de temps faudra-t-il pour que les Réunionnais fassent le deuil du départ de Paul Vergès? Bon, Jean-Paul Virapoulet n'est pas au mieux. On lui souhaite quand même de bien finir sa vie. Des leaders, qui a été Pierre Lagourgue, qui a été le maire, député maire Legros à l'époque, Auguste Legros, de ce qu'a pu être Christophe Payette, des barreaux, des isotiers, on a perdu de manière naturelle, hein. Il y a eu une évolution et les choses s'effacent naturellement. Mais est-ce que le Réunionnais peut se dire c'est le moment de changer de façon de voir les choses, de faire les choses, et c'est aussi peut-être l'occasion à chacun de prendre la responsabilité qui est la sienne? En tout cas, c'est sûr que je dirais aujourd'hui, l'engagement ou la responsabilité,
ça relève d'une volonté personnelle des uns et des autres. Quand on entend tout autour de soi, on a des discussions, on ne peut pas dire que actuellement ça soit très optimiste ce qui se passe à La Réunion. On est dans une forme d'inertie, dans une population qui est, je dirais, aussi un peu apathique, qui est dans une forme d'attente. Mais ça, c'est le résultat aussi d'un système qui a été mis en place, d'un système qui a consisté à faire en sorte que les Réunionnaises et les Réunionnais s'opposent entre eux. Et aujourd'hui, on le voit bien, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Mais si on se projette un peu plus loin avec les générations qui arrivent derrière, qu'est-ce que nous allons laisser en héritage à ces générations ? Puisque nous-mêmes, génération présentement, nous avons bénéficié d'un héritage de ces hommes et de ces femmes dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure, qui, en leur temps, dans un contexte qui était le leur, ont porté une ambition pour eux-mêmes, mais aussi pour leur territoire, dans un contexte de départementalisation, lui-même qui a été précédé par la colonisation, etc. Il y avait une volonté quand même d'aller vers une société meilleure. Alors, je ne dis pas qu'on y a réussi. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on peut être un peu dubitatif. Mais en tout cas, je dirais qu'on peut garder cet objectif et de se dire que, oui, à un moment donné, on ne peut pas rester simplement assis, à rouspéter, à faire des constats, à dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas content, et sans jamais rien faire par ailleurs, sans jamais prendre le temps. Je dirais, si dans la population de La Réunion, les gens consacraient ne serait-ce que 5% de leur temps à entretenir cette société dans laquelle on vit, et on voit bien que cette société, elle est malade, on voit bien que cette société, elle est en train d'exploser, c'est notre environnement de vie sur lequel on devrait agir. Et il y a des moyens. C'est vrai qu'on est face à une classe politique, et Dieu sait si je peux m'en rendre compte. J'ai jamais vu un endroit comme à La Réunion où il y a une telle volonté d'empêcher de faire les choses, parce que on est dans une société de domination où les politiques sont dans un rapport au pouvoir qui consiste à dominer la population. Ils ne recherchent pas le bien-être de la population. C'est peut-être cette mentalité-là, et il serait peut-être temps aujourd'hui, je dirais, de tendre vers ça. Si ces personnes veulent rester dans l'histoire de La Réunion, eh bien peut-être qu'elles pourraient avoir cette disposition d'esprit en se disant, écoutez, mettons de côté les égos des uns et des autres, parce qu'il y en a énormément, et allons travailler sur les besoins de notre territoire, autour de l'alimentation, autour des problématiques de l'eau, autour des problématiques de l'énergie, pour que ce territoire, il ne soit plus dépendant à 100% de tout ce qui arrive à l'extérieur. Mais le problème aujourd'hui, on a une classe politique qui est très obéissante du pouvoir parisien, d'une part, c'est un constat, et on a aussi une population qui a toujours été, j'allais dire, soumise aux politiques, surtout à partir des années 50, enfin peut-être ça a toujours été le cas en fait dans l'histoire de La Réunion, si on regarde, parce que l'élu était d'abord un blanc, d'abord un gros blanc, donc quelqu'un de riche, quelqu'un qui avait les moyens. Et si on regarde l'évolution jusqu'à aujourd'hui, cette habitude, cette tradition a été maintenue par certains. C'est les stigmates, si on fait la généalogie des histoires de La Réunion, c'est ces stigmates qui sont toujours prégnants. Le fonctionnement de La Réunion dans ces superstructures, il est toujours un fonctionnement hérité de la colonisation. Et on n'est jamais sorti de là-dedans, bien qu'il n'y ait plus d'esclavage aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus aussi, je dirais, de système lié autour de l'engagisme, de l'exploitation du travail. On a mis en place une autre façon d'exploiter la population, et on est toujours dans ce rapport de domination. On n'a jamais tourné la page de ça, en fait. 1791, le premier député qui est élu, il est maire de Saint-Paul. Il est élu vers le 9 novembre, le 9 ou 10 octobre. Il va démissionner vers le 10 novembre, et il va laisser la place à quelqu'un qui vient de la métropole, qui est son suppléant. Et c'est lui qui prendra le bateau pour aller siéger. Bon, il arrivera en retard, malheureusement pour lui. Il siégera après.
Mais la question, enfin, ceci étant, je vais juste faire un clin d'œil, faire une petite clin d'œil sur de l'histoire. Les deux députés ou le député de Maurice, de la petite, non, de l'Île-de-France, lui prend le bateau pour aller siéger, mais lui n'arrivera jamais. D'accord. Donc, voilà, c'est pour dire ça. Donc, c'est pour montrer que depuis que l'histoire de la Réunion s'est calquée sur l'histoire de France, on a toujours voulu, comme ça a été le cas pour François de Mailly, qui en 1870 est élu député, avec le fils de Robinet de la Serve, qui lui aussi est élu député, mais lui, il est né à Paris, il n'est pas né ici. On voit bien que c'est une frange de la société réunionnaise qui a toujours siégé, représenté la population, et qui a toujours décidé. Mais l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire de la France. Ouais. Et l'histoire de la France, c'est celle aussi de la Réunion. Il n'y a pas une histoire, deux histoires qui sont disjointes. On est un même pays et il y a un fait politique qui a été mis en œuvre par la volonté d'un certain nombre d'individus à une époque donnée. Eh bien, ce fait s'appelle l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui la départementalisation. C'est notre histoire. Mais je veux dire, cette histoire, juste à un moment donné... Pour consolider ce que dit Antoine Fontaine, lorsque Napoléon Ier, vers 1794-1796, abolit l'esclavage en France, ici à La Réunion, les usiniers, les planteurs, enfin, ceux qui avaient les propriétaires terriens, eux, demandent à faire sécession de La Réunion avec la France, pour ne pas abolir l'esclavage. De toute façon, l'esclavage n'a pas été aboli, et lorsque Napoléon revient de sa conquête d'Amérique du Sud, où il a fait chou blanc, il rétablit l'esclavage. Donc, ce qui se passe en France, je veux dire, à la rigueur, à La Réunion, ceux qui ont le pouvoir à La Réunion, ils font ce qu'ils veulent. Bah, ils font ce qu'ils veulent, certainement. Ouais. Je dirais, c'était peut-être la seule autonomie qu'il y a eu. C'est dans la gestion et la mise en œuvre des politiques publiques décidées au niveau national. Et d'ailleurs, on le voit bien toujours aujourd'hui. Hein. Moi, j'entends souvent me dire qu'il y a un temps de latence dans l'application des lois à La Réunion. Le temps que, je sais pas si les lois n'arrivent pas par avion, ça c'est sûr. Elles doivent prendre un quoi-ça pour débarquer de l'Assemblée nationale. On peut rigoler simplement là-dessus. Prenez la loi de l'abolition de l'esclavage. Ah, tout à fait, bien sûr. Le temps cette loi est arrivée à La Réunion. Bon, on a attendu quand même que la campagne sucrière se termine pour pouvoir annoncer la fin de l'esclavage. Non, moi je pense qu'aujourd'hui on est au début on est dans le premier quart, 2025, dans le premier quart du 21e siècle. Il est plus que temps d'écrire l'histoire de la Réunion et de la France et de tout l'outre-mer en général, je dirais, de manière complètement différente, dans le respect des individus, parce que on voit bien aujourd'hui quand même qu'on est dans une société avec un système administratif et une administration qui écrase l'individu, qui est dans un rapport de domination qui n'est pas au service de l'administré, mais c'est le cas dans toute la France en général. Mais c'est vrai que peut-être ici on le vit de manière différente parce que il y a ces stigmates. En plus, on a l'impression qu'à La Réunion qu'on vit ça, alors qu'on vit ça partout dans les campagnes. Oui, bien sûr, c'est parce que nous, ça réveille un traumatisme chez nous que peut-être d'autres populations qui vivent dans d'autres régions de France n'ont pas, de manière aussi prégnante. Mais c'est vrai que je pense qu'il est plus que temps, justement, d'écrire une histoire différente de ce rapport entre la France, le territoire hexagonal et les territoires d'outre-mer, qui s'inscrivent dans une forme de respect, enfin, parce que on a beau fêter bientôt le 20 décembre, mais quand on voit le fonctionnement de la société au quotidien, on voit bien qu'il y a toujours cette domination qui est présente, il y a toujours cette exploitation qui est présente, et qu'il y a des tensions de plus en plus fortes entre les personnes qui arrivent récemment de l'extérieur et les personnes qui sont réunionnaises ou réunionnais ou qui sont installées à La Réunion depuis un certain temps. On est vraiment dans une société où il y a qui est très anxiogène. Et donc, est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné,
on fait un stop, hein, on fait un stop et on regarde où on veut aller avec une classe politique qui est en place, qui veut conserver son pouvoir, qu'elle le conserve, mais ce pouvoir, il engage derrière une responsabilité et que le pouvoir, il a une utilité, je dirais qu'au service de l'intérêt général, au service de l'intérêt du territoire. Et on voit bien aujourd'hui, en tout cas si on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Qu'est-ce qu'on a investi en termes d'argent public, par exemple, pour favoriser en tout cas l'autosuffisance sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre de besoins essentiels. Hein, tout le monde a besoin de boire, de manger, de logement. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout cet argent public? Parce que il y a eu de l'argent public entre l'Europe, entre l'État qui ont été investis ici. Argent public qui se transforme en bénéfice privé au service de quelques multinationales ou de quelques groupes aussi qui sont bien réunionnés bien de chez nous. Hein. Mais il n'y a pas une juste redistribution de toutes ces richesses et tout cet argent public, c'est aussi le fruit du travail des Réunionnaises et des Réunionnais et que on devrait réfléchir à des investissements que l'on fait, je dirais, en termes de qu'est-ce que ça apporte ensuite au territoire? Est-ce qu'on va en tirer d'autres bénéfices que le bénéfice immédiat de l'utilité que peut représenter un projet en particulier, mais de réfléchir de manière différente et de travailler tous autour d'une table sur la base des besoins qui sont ceux de ce territoire, des besoins qui sont ceux d'un individu, quel que soit l'endroit où il se trouve sur cette planète. On va terminer là-dessus, mais je voulais dire encore une fois, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est, encore une fois, c'est la responsabilité de chaque individu. Et ça, comment nous, on peut réveiller un petit peu ou comment faire prendre conscience? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais sur la responsabilité personnelle, je partage complètement votre point de vue. C'est qu'à un moment donné, on est confronté à une situation donnée, n'importe laquelle de ces situations, et on se regarde en face et on se dit, moi, en tant qu'individu, en tant qu'homme ou femme, en tant que citoyen sur ce territoire, qu'est-ce que je peux faire plutôt que de me résigner, plutôt que de tourner la tête pour préparer un avenir qui soit peut-être un peu meilleur pour les générations qui arrivent derrière, pour leurs propres enfants d'ailleurs, qu'ils disent aimer de toute leur force. Mais rien n'est préparé pour que ces enfants puissent vivre de manière convenable dans une société où la violence est en train d'exploser partout, pas qu'à La Réunion. Merci. Merci à vous. Antoine Fontaine pour ce conseil, cette analyse. On aura l'occasion l'année prochaine avec plaisir de revenir sur comme on va rentrer dans une période électorale, il y aura 2026, 2027, 2028, ça sera l'occasion de voir comment on peut amener des éléments pour que au moins qu'il y ait des débats, des échanges et voir comment on peut faire évoluer la société réunionnaise. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.